On a fait 12,5 millions d'euros de CA en l'espace de 5 mois et demi. Dès que j'essaye de maîtriser un sujet, dès que j'essaye de devenir meilleur dans quelque chose, je sais qu'il y a forcément quelqu'un de meilleur que moi, qui a fait ce que j'essaie de faire. Et du coup, je rentre en contact avec cette personne. 20 millions et quelques, chose comme ça, en un mois et demi. Salim Elila est un entrepreneur marocain à la tête d'une des plus belles entreprises du Web3, Decentralized Masters, une plateforme éducative qui forme plus de 4000 investisseurs à maîtriser les marchés et défis. De ses débuts dans l'e-commerce où il a généré plusieurs millions d'euros en quelques mois, à sa start-up actuelle, Salim partage avec nous aujourd'hui ses connaissances, son parcours, ses erreurs et ses convictions avec humilité et clarté. Salim frérot, bienvenue dans le podcast Voix du succès. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Salim, on se connaît maintenant depuis plus de 15-16 ans. On a été au lycée ensemble. Lycée Lyoté, représente. Première terminale. Première S5, terminale S4. Exactement. On s'est perdu de vue depuis. Mais je dois t'avouer que dans mon entourage, tu es l'une des personnes, si ce n'est la personne la plus inspirante pour moi. Je vais rougir. Mais non, pas du tout. Je vais appeler ma mère. De par ton parcours, ton mindset et tes réalisations. Salim, aujourd'hui, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter ? Bah écoute, je m'appelle Salim. J'arrive à faire 10 pompes d'affilée. Alors, en vrai, du coup, j'ai commencé au lycée Lyoté. Après ça, je suis parti à Toulouse. L'INSA, exactement. Je voulais devenir ingénieur. Et je suis devenu, du coup, ingénieur en génie mathématique. En gros, je t'ai fait dans l'intelligence artificielle, big data. Tout ce qui est modélisation des données, etc. C'est ça. Et en fait, j'étais en Australie. J'ai eu mon premier taf là-bas. Et franchement, c'était cool. J'étais hyper bien payé. C'était assez intéressant. Mais je sentais qu'il manquait quelque chose, tu vois. Donc j'ai tout quitté. Je me rappelle, mes parents, ils se sont dit ouais, t'es fou quoi. Ouais. Ça fait 6 ans que t'étudies. Et tu quittes tout. Tout à fait normal de. Voilà, de toute mère marocaine, algérienne, père marocain, protecteur. Mais bon, j'ai quand même tout quitté. J'ai loué un van. J'ai vécu dedans pendant 3 mois, chose comme ça. Okay. Et là, j'ai expérimenté un peu ce que c'était la liberté, tu vois. Genre de pas avoir de boss qui te dit quoi faire, de dormir où tu veux, littéralement. Bon, tu peux un peu, tu vois, parce que tu galères à trouver des douches, etc. Mais c'est intéressant, tu vois, comme expérience. Et au bout d'un moment, je me retrouve à Bali. Et là, je rencontre un mec, grâce d'ailleurs à Wassim Nagy, s'il regarde ce podcast. Il me l'a présenté. Le mec s'appelle Tim Caldwell. Ok. Et en fait, le mec était sur la plage, tout simplement. Il avait son petit business de e-commerce depuis son ordinateur. Et il faisait, je crois, quelque chose comme 1 500 $ australiens par mois. On parle de 2016, là. 2016-2017. 2017, ouais. 2017, okay. Exactement. Et 1 500 $ australiens, c'est l'équivalent de 1 000 $. Tu vois. Okay. Et moi, j'avais vécu en Malaisie avec 500-600 € par mois. Du coup, je me disais, c'est top, tu vois. Avec 1 000 $, tu peux vivre n'importe où. En gros, tu taffes sur ton business, tu fermes ton ordi, tu vas dans une autre ville et tu kiffes, tu vois. Donc ça m'a attiré. Je suis rentré à Casablanca, du coup, chez moi, dans le petit appart de mes parents. Et je leur ai gentiment demandé de me prêter 2 000 € pour pouvoir lancer un business de e-commerce. Je leur ai fait une petite présentation, PowerPoint, etc. Et mes parents, franchement, je les aime. Ils m'ont toujours supporté du mieux qu'ils pouvaient. Ils m'ont filé 2 000 €. Ils se sont dit, il va sûrement se casser la gueule, tu vois, mais au moins, il va apprendre. Et je me suis enfermé pendant genre 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Parce qu'il faut savoir, à l'époque, le e-commerce, c'était pas à la mode, tu vois. Personne n'en parlait. On parlait plus de dropshipping. C'est ça, ouais. Okay. Mais même, tu vois, même le dropshipping, ça commençait un peu à émerger. Je me rappelle, je suis rentré, j'en ai parlé un peu à mes potes et tout ça. Ouais, je vais lancer un business, je vais vendre des produits sur Internet et tout. Tout le monde me disait, mais t'es fou, frère, c'est quoi ce délire? C'est la réaction normale, Ouais, normal en vrai. Et au bout d'1 mois et demi, ça a commencé à bien marcher. Donc j'ai commencé petit à petit, tu vois, à faire grossir l'entreprise, on va dire. Donc, pour résumer ce que je faisais, mon modèle était très simple. Je trouvais des produits en Chine qui fonctionnaient bien, qui avaient l'air de pas trop être de mauvaise qualité, on va dire. Je les vendais à un prix avec une petite markup, quoi, une petite marge.
et je les vendais via la pub Facebook. Je pense que ça va intéresser l'audience. Comment tu faisais pour trouver ces produits? Est-ce que c'était Comment je l'ai trouvé? C'est une très bonne question. En fait, ce que je faisais, et c'est d'ailleurs ce que je ferais aujourd'hui si je devais relancer un business, c'est que j'étais à l'écoute des publicités. C'est-à-dire que je passais 2 heures par jour, 3 heures par jour, juste avec un compte spécifique que j'avais créé, et je regardais des pubs. Voilà. Facebook, ouais. Maintenant, tu as des outils pour faire ça, tu vois, comme AdSpy pour Facebook, tu as VidTao, TubeSift pour YouTube. Et que ce soit pour l'e-commerce ou n'importe quel autre business, finalement, je regarderais les pubs. Parce que si un business il dépense en publicité, théoriquement, ça veut dire qu'il a un ROI dessus. Tu vois, à part si c'est une grosse brand déjà établie, eux, ils font plus des campagnes où ils injectent à mort du budget et ils voient des retombées un peu plus loin. Et pour les petits business, en général, si tu dépenses en publicité, ça veut dire que tu as un retour plutôt immédiat. Donc voilà, c'est ce que je faisais en fait, tout simplement. Et j'ai lancé une 20aine de shops avec des produits, n'importe quoi, vraiment tous les produits imaginables. Et sauf qu'un jour, je reçois une pub, justement, une espèce de coque d'iPhone en forme de Game Boy, tu vois, tu pouvais jouer à la Game Boy dessus. Et je me suis dit, putain, ça c'est sûr que ça va marcher. Et du coup, j'ai lancé un shop direct dessus dans la journée, et boum, franchement, ça a fonctionné. Et quand tu as vu le produit, est-ce que tu t'es basé sur de la donnée? Est-ce que tu as vu de l'engagement sur la publicité, ou c'est juste ton instinct qui t'a dit ce produit va marcher? Honnêtement, à l'époque, c'était plus de l'instinct. C'était une pub, je pense, sur Instagram. Je voyais pas forcément l'engagement. Mais je l'ai vu, je me suis dit, c'est sûr, ça va marcher, ça. Bon, après, en vrai, tu sais jamais. Le truc, c'est que même aujourd'hui, quand je lance une campagne de marketing, tu ne peux que espérer que ça marche. Avec l'expérience, finalement, ça va devenir... tu vas plus augmenter tes probabilités que ça fonctionne. Mais voilà, tu sais réellement... Tu es souvent surpris par les différents types de créatifs qui fonctionnent. Bref, du coup, c'est comme ça que ça a commencé le e-commerce. J'ai trouvé un modèle qui fonctionnait. Ensuite, j'ai trouvé une méthode pour pouvoir trouver des produits qui fonctionnaient, du coup. Et j'ai commencé à l'enseigner. Donc, j'avais lancé une petite chaîne YouTube, je me rappelle à l'époque, un groupe Facebook. C'est là où je t'avais contacté, parce que j'avais vu ta vidéo, que tu avais fait peut-être 6 000 € en 3 jours. Donc, j'avais pris contact avec toi. Tu m'avais ajouté à ton groupe, où il y avait beaucoup d'engagement, où tu donnais pas mal de tips aux gens. Et donc, c'est là où on a repris contact, plus ou moins. Bah, c'est ça, exactement. Parce qu'en fait, je voyais un peu, j'avais un peu compris ce modèle de... Il y avait beaucoup de gens qui trouvaient une méthode pour faire de l'argent sur Internet, et après, ils lançaient une formation. Je me suis dit, bah, c'est quoi, on va diversifier. Je vais aider les gens, et ça va me permettre de lancer un autre business à côté. Donc, au début, je faisais du coaching. Et petit à petit, j'ai lancé une vraie formation en ligne. Donc, c'était vraiment un business à part, où j'avais lancé de la publicité pour pouvoir trouver des clients et leur apprendre à mon modèle de e-commerce. Ça fonctionnait plutôt bien. C'était assez capé, tu vois, parce que au final, trouver juste des produits en Chine comme ça et les lancer sur Internet, bon, tu construis pas un réel asset, tu construis pas d'equity. Est-ce que le fait de... Parce que je sais que tu parles souvent d'alignement de soi, etc. Mais là, tu étais dans une période assez, on va dire, subtile, parce que tu avais besoin de réussir, parce que tu avais emprunté de l'argent, tu avais quitté ton job. Est-ce que tu t'es pas dit, écoute, là j'ai trouvé un business model qui marche, est-ce que je devrais pas le scaler en attendant de faire de gros chiffres pour derrière faire du coaching ou de la formation? C'est une très bonne question, parce que justement à ce moment-là, j'ai commencé à réaliser que bon, tu vois, genre ce que je faisais, c'était pas non plus le business le plus qui te rend le plus fier, tu vois. C'est-à-dire que j'en parlais pas forcément à tout le monde, parce que vas-y, trouver des produits en Chine avec lesquels t'es pas vraiment attaché émotionnellement, les vendre à des gens que tu connais pas, ça a rien de très glorieux. Tu fais de l'argent, ok, mais ça va. Après, le côté formation, déjà m'apportait un peu plus d'épanouissement, parce que je voyais que j'apportais de la valeur aux gens. Et du coup, il y avait pas mal de gens, tu sais, qui avaient des jobs qui leur plaisaient pas, ou des situations qui leur allaient pas. Et grâce à mon modèle, finalement, ils pouvaient s'offrir la liberté financière, ils pouvaient voyager dans le monde. T'avais réalisé combien de CA avant de lancer ton coaching et tes formations? Honnêtement, je saurais pas te dire, mais je me générais une petite 15-20 cas par mois, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus. Honnêtement, je suis plus trop sûr des chiffres. Et
pas l'impression de ne pas être légitime pour coacher? C'est-à-dire que tu n'avais pas le syndrome de l'imposteur? Si, je l'ai eu au début, forcément, comme tout ce que tu fais. Je me rappelle que mon premier client de coaching, je l'ai eu au téléphone, du coup, pour lui vendre un coaching. Ouais. Déjà, mes premiers clients, je leur ai rien fait payer parce que je me sentais pas légitime de leur faire payer. Après, j'ai vu qu'ils avaient des résultats, qu'ils étaient contents. Je me suis dit, bon, je vais commencer à me faire payer. Je me rappelle mon premier call, j'étais terrifié. Tu vois. Genre, je sentais que j'arnaquais quelqu'un, je sentais que c'est normal. j'allais le manipuler, alors qu'en vrai, je voulais juste lui vendre quelque chose qui allait l'aider. Tu vois. Mais ouais, forcément, un syndrome de l'imposteur, comme à peu près tout ce que tu fais dans la vie en général. Et après, t'apprends à croire avant de voir, tu vois. Mais du coup, pour revenir à ce que tu disais, voilà, à ce moment-là, je commençais à sentir que j'étais plus trop aligné avec le e-commerce. Et je sentais que c'était pas vraiment voilà, quelque chose. En fait, je me suis visualisé sur mon lit de mort. Je me disais, si là, demain, je tombe malade et que je suis sur le point de décéder, est-ce que je serais fier de ce que je suis en train de faire? Pas tant que ça, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, là, je vois qu'il y a un arbitrage dans le marché, dans le sens où les gens font tous du dropshipping, donc ils créent pas de marque, en fait. Donc, ils sont pas en train de créer de l'equity, ils sont pas en train de leverage sur une brand. Donc, ça, c'est le premier aspect. Second aspect, les gens n'utilisaient pas encore beaucoup le marketing d'influence. Ils utilisaient beaucoup la pub Facebook, comme ce que je faisais, mais ils n'utilisaient pas vraiment finalement l'audience que les gens s'étaient construits. Et tu peux expliquer le marketing d'influence? Le marketing d'influence, en fait, c'est contrairement à la pub sur Facebook ou sur Instagram, c'est le fait de payer des influenceurs, donc du coup ou des créateurs, des personnes qui ont créé une audience, qui ont du coup créé un lien de confiance avec cette audience pour qu'ils puissent promouvoir votre produit. Et donc en fait, ça permet tout simplement d'avoir accès à un pool de personnes qui ont déjà bâti un lien de confiance avec un influenceur. Et du coup, en fait, théoriquement, si l'influenceur a bien fait son travail et qu'il a bien influencé, ça va être beaucoup plus simple de promouvoir ton produit. Tu vas moins avoir besoin de faire une danse du ventre. Tu vois. Donc, comme par hasard, tu vois, la vie, des fois, elle est bien faite. Il y avait un mec que j'avais aidé un peu gratuitement sur son business qui m'a présenté un autre mec, Vianney Mérian, qui, lui, avait une agence de marketing dans laquelle, du coup, il connectait les marques de e-commerce et les influenceurs. Du coup, la personne parfaite pour faire ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire lancer des marques, donc premier arbitrage, et deuxièmement, pouvoir les promouvoir via le marketing d'influence. Et donc, on a lancé quelques marques, et il y en a une qui a très très bien fonctionné, du coup. Est-ce qu'on pourrait avoir des chiffres concrets? On a fait 12,5 millions d'euros de CA en l'espace de 5 mois et demi. Énorme. Donc, uniquement avec du marketing d'influence? Quasiment. C'est-à-dire que là, on va dire qu'on a dépensé 2,5 millions d'euros en marketing d'influence. Okay. Et à l'époque, donc pour ceux qui connaissent, Shona Events, We Events, etc. Surtout Shona. Les Marseillais. Voilà. Ouais. Donc en fait, on va dire qu'on a pris la vague du marketing d'influence au bon moment. Parce que juste après ça, justement, tout a commencé à s'écrouler dans le sens où les gens n'avaient plus confiance en les influenceurs parce qu'ils ont promu beaucoup de produits qui étaient vraiment très scammy, quoi, qui étaient les gens ne recevaient pas forcément les produits ou... C'est ça, quand tu dis scammy, c'est que les gens ont commandé via ce... c'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup de filtrage. C'est-à-dire qu'ils faisaient de la pub pour tout et n'importe quoi. Donc, il y avait des personnes qui lançaient des marques et finalement, ces marques, ils n'envoyaient pas les produits. Ils envoyaient des produits qui étaient défectueux, ils ne respectaient pas les clients, etc. Okay. Nous, bien entendu, on faisait bien les choses. C'est-à-dire que notre produit, ce n'était pas le meilleur du monde, mais pour le prix auquel on le vendait, les gens étaient très satisfaits. Tu peux dire de quel produit il s'agissait? C'était des écouteurs sans fil. Ok. Et donc, on va dire que le produit était pas cher du tout pour l'utilisation. Et dès que quelqu'un avait un problème, on renvoyait un produit, on en renvoyait même deux, on faisait en sorte que les gens soient satisfaits parce qu'on faisait attention à notre Trustpilot. On voulait qu'il soit bien et qu'on ait un bon grading. Okay. Donc voilà, donc en fait, on a fait ça et ça a plutôt bien fonctionné. Ça a même très bien fonctionné. Ouais. C'est là, du coup, que j'ai déménagé à Dubaï. Et, je me rappelle, c'était sur un coup de tête, non? Ouais. En fait,
Au moment où on a lancé la marque, je me rappelle, j'étais retourné un peu au Maroc pour rester un peu avec mes parents. Mon associé, lui, il était à Paris. On a décidé d'aller à Paris quand on a vu que le business prenait bien. Et on s'est dit, bon, on a fait nos calculs. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on irait à Paris, en fait? Il n'y a aucune valeur qui est construite à Paris. C'est-à-dire que les produits viennent de Chine. Nous, on va dire qu'on est les principaux opérateurs du business. La pub, elle est faite ailleurs. Donc, autant bouger. Et Dubaï, pourquoi Dubaï? Bah écoute, on a regardé du coup forcément les pays à fiscalité avantageuse. On a vu Panama, un peu boring. Hong Kong, un peu trop loin. Du coup, Dubaï, why not? On avait un pote qui était là-bas, qui avait une marque de cils magnétiques, Mustapha, qui nous a dit, écoutez les gars, venez, franchement, c'est trop bien ici. C'était avant qu'il y ait toute cette mode aussi. Avant le Covid. Dubaï, voilà. Le Covid, ouais. Exactement, juste avant. Donc on s'est dit, vas-y, on va tenter. Tu vois. On y est allé. Bon, franchement, cette histoire, c'est un film. Mériterait beaucoup d'épisodes pour être raconté. Mais il s'avère que voilà, au bout de 5 mois et demi, on va dire qu'on a eu des petits soucis dans le business, etc. Et moi, du coup, suite à, comme je t'ai dit, la réalisation que j'avais eue 1 an avant d'arrêter le e-commerce, de me concentrer sur quelque chose d'un peu plus épanouissant, je me suis dit, bon, c'est un signe de la vie, c'est le moment d'arrêter. On a décidé d'arrêter, du coup. Et là, du coup, je me suis dit, bon, honnêtement, j'ai atteint les objectifs que je souhaitais que je m'étais fixé de manière financière d'assez loin. Je vais me lancer dans la musique, tu sais quoi? Ouais, je vois que tu dis, ouais. Je me suis dit ça. J'ai commencé, c'était pendant le Covid. Je suis enfermé dans ma chambre. J'ai fait que produire de la musique. Mais t'en avais fait avant ou pas? Je fais du piano depuis que j'étais tout petit, mais j'avais pas réellement appris à produire de la musique sur ordinateur. Sauf qu'au bout de 2 mois, on va dire, je me suis dit, bon, en vrai, pareil. Tu vois, si je suis sur mon lit de mort et que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est juste faire de la musique, j'aurais pas l'impression vraiment d'avoir apporté quelque chose au monde. Donc je me suis dit, bon, toute cette expérience-là, du e-commerce, du consulting, où j'ai appris du coup à lancer une formation en ligne, elle pourrait servir à beaucoup de personnes. Parce que j'ai appris énormément de choses, j'ai lu énormément de livres, j'ai eu beaucoup de mentors. Ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre aux gens à lancer leur business en ligne. Et donc j'ai lancé Learning Master à l'époque. Donc, notre value proposition était très simple. On aide n'importe quelle personne finalement à monter son business de coaching, prestation de service ou agence. Et ensuite, du coup, on a un peu expand, on va dire, et on a appris même aux agences existantes, aux business de services existants à scaler et à aller plus loin. Vous étiez combien dans l'entreprise? Je pense qu'on était une quinzaine, vingtaine, un peu plus si tu comptes les sales. Ok. C'était une bonne expérience, franchement, et ça m'a convaincu encore plus, j'ai des fourmis dans les jambes, que les business d'education, les business de formation en ligne, c'est vraiment ultra épanouissant, parce que c'est la meilleure manière d'apporter de la valeur à un être humain, finalement. Si tu lui apprends à pêcher du poisson, il va pouvoir se nourrir toute sa vie. Donc, on a continué sur Learning Master. Ça s'est plutôt bien passé, même si voilà, je voyais un petit plafond de verre, tu vois, et que j'avais un peu du mal à dépasser. C'est-à-dire qu'on atteignait les 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. On n'avait pas une marge incroyable non plus, surtout avec le nombre d'employés qu'on avait. Et c'était un marché qui était plutôt saturé. Il y avait énormément de personnes qui vendaient la même chose en France. Et un jour, Elon Musk tweet à propos du Bitcoin. Tu vois. Et je commençais à avoir pas mal de mentors qui étaient à fond dans la crypto. Pas mal de gens autour de moi aussi qui en parlaient. Quand tu dis mentor, est-ce que c'est des gens que tu payais pour du coaching ou c'était juste des personnes connues que tu suivais de près ou de loin? Honnêtement, de tout. Quand je dis mentor, ça peut être quelqu'un qui a écrit un livre, ça peut être quelqu'un qui a fait une vidéo YouTube, ça peut être quelqu'un que je paye plutôt cher parfois. Ça peut être quelqu'un juste avec qui j'échange de la valeur et qui est devant moi dans un sujet quelconque. Et honnêtement, ça a toujours été une pierre angulaire de
de l'avancer. Franchement, impossible de réussir tout seul. Genre, si je vois un entrepreneur qui est isolé, je sais qu'il va pas réussir. Pourtant, ça c'est à un moment, c'était à la mode le digital nomade. C'est-à-dire que c'est une personne Ouais. avec son ordi qui voyage et. Bah, pour moi, j'entends digital nomade, j'entends broke. Tu vois, en vrai, genre franchement, j'imagine le mec à Bali faire genre poster 2-3 stories sur Instagram, hustle, etc. Ouais. etc., tu vois. Et mais bon, après, en vrai, je suis sûr qu'il y en a qui réussissent très bien en étant Ouais, digital nomade. Mais on va dire que je l'ai vécu ce lifestyle. C'est pas aussi beau que ça en a l'air sur Instagram. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que t'es là, tu sais pas trop si tu dois te focus ou si tu dois kiffer parce que t'es dans un nouvel endroit, t'as envie de profiter, mais en même temps tu peux pas. C'est très compliqué, honnêtement. Et j'imagine qu'il y en a qui arrivent. Moi, personnellement, j'ai un peu du mal. Ok. Je suis un peu ADHD, tu vois. Donc, j'ai une attention qu'il faut que je contrôle. Et donc, bref, j'entends Elon Musk je vais sur Twitter, je vois Elon Musk qui tweet par rapport au Bitcoin, je vois le prix du Bitcoin qui skyrocket. C'était en quelle année ça? C'était en 2021. Ok, juste après le Covid. Ouais, là, je sens la FOMO, tu vois. Je me dis, oula, je suis en train de rater quelque chose. Donc, je commence à investir. Et à ce moment-là, je me dis, bon, j'aimerais bien m'entourer des meilleurs, exactement dans ce même état d'esprit, tu vois. Ok. Dès que j'essaye de maîtriser un sujet, dès que j'essaye de devenir meilleur dans quelque chose, je sais qu'il y a forcément quelqu'un de meilleur que moi, qui a fait ce que j'essaie de faire. Et du coup, je rentre en contact avec cette personne et on échange la valeur. Donc, j'ai posté une story sur Instagram. J'avais écrit, voilà, je recherche quelqu'un qui est fort en crypto, ou je recherche des gens, et je voulais créer un genre de petit groupe, tu vois. Ok. Et du coup, au final, j'ai reçu pas mal de réponses, des gens intéressants, dont une personne qui vivait dans mon building. Il me dit, écoute, je vis dans ton building. À Dubaï. Et je connais, j'ai un très bon pote à moi qui est super chaud en crypto. Et on prend un café, tu vois. Je crois qu'on a pris un café le jour même. Et cette personne, c'est Ben, du coup, qui m'a présenté Tan, qui est mon associé actuel, mon ride or die, tu vois. Genre vraiment, à ce stade-là, je pense qu'on est tous les deux, on a tous les deux vraiment le sentiment qu'on a trouvé notre associé pour la vie, tu vois. À voir. Après, peut-être qu'on est en honeymoon phase. Mais vraiment, genre. Ça fait depuis 2021 que vous êtes associés, du coup? Alors, on s'est pas associé tout de suite. Ok. Au début, voilà, on a échangé de la valeur. Moi, je venais de rompre avec une nana un peu plus tôt. Lui, il venait de rompre, tu vois. Donc, je lui donnais un peu des conseils sur comment get over it, tu vois. Et lui, bah, il me donnait des conseils en crypto, tu vois. Donc, on a commencé à connecter un peu comme ça. Puis après, petit à petit, voilà, on a réalisé qu'on avait un peu les mêmes centres d'intérêt. Et bon, comme toute personne j'avais quoi à l'époque? J'avais 27 ans, peut-être. Lui, 2 ans de moins. On a commencé un peu à faire la fête ensemble, tu vois. Et on s'est bien entendu. On est partis en vacances ensemble. Et on s'est dit, bon, en vrai, on sent qu'il y a une alchimie. On sent qu'on a 2 profils qui sont quand même Complémentaire. très complémentaires. Et au final, l'avenir nous a prouvé qu'il y avait vraiment quelque chose de mystique, tu vois. Alors vraiment, dans notre boîte, nos employés ils nous appellent yin et yang. Tu vois, c'est vraiment, on est polar opposites. C'est ouf. Et on s'est dit, bon, vas-y, faut qu'on lance quelque chose, tu vois. Et en vrai, dès le début, on avait un peu évoqué l'idée de formation sur la crypto. Mais voilà, moi, j'avais mon business. Il avait aussi son business. Il faisait du... Donc lui, en fait, il a un CFA. Donc c'est une des plus hautes formations que je puisse avoir en investment. Ok. Et après, il a monté des business du e-commerce aussi. Et du coup, on était un peu occupés sur nos business. Moi, après, j'ai lancé un projet NFT avec un j'aimerais bien pote. qu'on parle de ce projet, si ça te dérange Avec pas. plaisir, ouais. Donc, ce projet, tu l'as lancé en quelle année? C'était en 2000... 2021. Bon, moi, j'ai un peu aidé sur le marketing, on va dire. Ouais. Vraiment, on va dire que j'étais pas un acteur principal, tu vois. Mais en fait, c'était cool de pouvoir le vivre, de pouvoir être T'es dans... associé avec les bonnes personnes, on va dire. Ouais, c'est ça. Bah, il y avait, c'était avec Robin, du coup, qui a vraiment bien mené la barque, on va dire. Ouais. Et franchement, c'était ouf. Franchement, on peut être fier du marketing qui a été fait, de la manière avec laquelle le projet a été lancé. Le timing aussi était très très bon. Voilà, c'est ça. Et c'était quoi déjà le nom des NFT? Je m'appelle Meta Legends. Meta Legends, exactement. Ouais. Et vous aviez réalisé quel chiffre d'affaires avec
Je crois que moi j'étais plus trop là au moment du launch, mais je crois qu'ils avaient fait 20 millions et quelques, quelque chose comme ça. En combien de temps? C'était En un mois et demi. C'était énorme. Ouais. Et justement, c'est là où je me suis dit, c'est là que ça se passe. Tu vois, c'est que moi je suis là à galérer avec Learning Master, à me sortir des 6 figures par mois. Ouais, alors que... Et là, en un mois et demi, sur un projet NFT comme ça, tu sors un 20 millions et quelques sold out. Donc, il y a un truc, tu vois. Donc, j'ai commencé un peu à aider pas mal de projets dans le Web3 sur leur marketing. Ça a plutôt bien fonctionné. Et au bout d'un moment, du coup, avec Tan, on s'est dit, bon, il faut qu'on lance quelque chose. On a pensé à lancer un fonds au début, ce qui aurait pu être une très très bonne idée. Et au final, on s'est dit, on va lancer un projet NFT. Et finalement, on a vu que la vague commençait à tomber. On s'est dit non, en vrai, en plus, c'est pas forcément quelque chose qui réellement, pareil, te passionne pas plus que ça. crée un impact sur le monde, tu vois. Tu vends juste de l'art, bon, c'est pas non plus... ça peut l'être, mais de la manière avec laquelle les gens le faisaient, en tout cas à l'époque, c'était pas forcément ce qui avait de plus épanouissant. Donc, on s'est dit, bon, en vrai, autant lancer une formation pour apprendre aux gens à maîtriser la crypto et maîtriser la finance décentralisée dans son ensemble. Parce qu'en fait, ce qu'on a réalisé, c'est que le plus grand transfert de richesse est en train de s'effectuer, dans le sens où les boomers, du coup, donc les personnes qui ont plus de 45 ans, détiennent 80% de la richesse. Okay. Et ces personnes, en fait, elles sont arrivées à un niveau de succès qui est assez élevé, et elles savent plus trop quoi faire de leur argent, parce que les méthodes d'investissement traditionnelles sont plus trop concurrentielles par rapport à ce nouveau monde du digital. Donc tout ce qui est crypto, tout ce qui est asset digitalisé. Et peut-être qu'on pourra expliquer un peu plus en détail, parce que je sais que les gens ont un peu du mal parfois à saisir l'étendue de la chose. Mais toujours est-il que voilà, il y a un ancien monde de la finance traditionnelle, on va dire, et il y a un nouveau monde. Et les boomers, du coup, 45 ans et plus, commencent vraiment à réaliser que c'est là-bas que ça se passe. Un peu comme moi, finalement, en 2021, quand j'ai vu le tweet de Elon Musk et que j'ai commencé après à participer à des projets dans le Web3. Et donc, on s'est dit, bon, ces personnes-là, c'est marrant, il n'y a personne qui les aide. C'est-à-dire que tous les business un peu de formation crypto, de formation sur le Web3, sur la finance décentralisée, ils concernent tous un peu les jeunes, tu vois. C'est du langage un peu hypey, du langage un peu, tu vois, genre, on appelle ça degen dans le milieu, qui ne parle pas trop à un Américain de 45 ans et plus, tu vois, qui est un peu conservateur et qui, voilà, tu vois, il est un peu fatigué de la vie. il en a marre de toutes ces conneries, tu vois. Donc, on a commencé à les cibler. Du coup, on s'est dit, c'est quoi, on va faire une formation pour eux. Et pour être honnête, au début, c'était pas exactement... Genre, on n'était pas sûr de vouloir les cibler, mais on a vu que finalement, c'était ces personnes-là qui répondaient le plus à nos publicités. Du coup, on a commencé à affiner. Et voilà. Et du coup, on a lancé Decentralized Masters. C'est votre projet actuel? Exactement. Donc, ça fait 3 ans. Concrètement, on aide les investisseurs à maîtriser ce nouveau monde de la finance, qu'on pourrait appeler le futur de la finance, même si c'est un peu le présent maintenant. Okay. Et fast forward, ça fait 3 ans. Là, on a un peu plus de 80 employés. On était à 95 il n'y a pas si longtemps. Et on a fait un peu de la restructuration. Et voilà, et franchement, c'est une belle aventure. On est grave content. C'est nickel. Votre clientèle, elle est plus anglophone? Ouais. Alors, majoritairement, on va dire, anglophone. Maintenant, on est vraiment en train de s'expand, on va dire. Okay. Mais on a vraiment commencé par une audience anglophone. Ok. Et aujourd'hui, s'il y a un jeune de 20 ans qui a envie de s'inscrire à... C'est une formation concrètement? Bien sûr. Alors, c'est un mix avec du coup un training vidéo, une plateforme d'entraînement, du mentorship, donc des experts. On a une team de 35 analystes en fait,
qui du coup servent nos clients, les aident, leur donnent des conseils, etc. On a des outils du coup qui permettent de mieux gérer ces investissements, d'y voir plus clair, parce que c'est techniquement il y a une barrière justement qui peut faire peur, et c'est ce qui fait qu'on la solve. Et une communauté, tu vois, dans ce même esprit du fait que your network is your net worth, tu vois, comme dirait tonton Grant Cardone. Étant donné que voilà, on vend uniquement à, on va dire, une audience qui est un peu sophistiquée, on essaye vraiment d'épurer pour créer une communauté de qualité. Bah, en fait, nos clients sont assez contents parce qu'ils ils se retrouvent avec des gens qui sont smart, qui sont éduqués, qui ont de la gamberge et qui finalement deviennent rapidement experts dans le sujet et qui du coup peuvent se donner de la valeur entre eux. On a pas mal de personnes assez intéressantes dans la communauté. On a des fondateurs des top 10 crypto, on a des gérants de fonds, on a des hauts techniciens, etc. Donc, et l'audience, ça reste principalement des boomers c'est ce qu'on attire le plus. Maintenant, on a beaucoup de jeunes aussi, on va dire. Et mais c'est vrai que majoritairement, on a des personnes... parce que notre prix est assez élevé, pour être honnête, même si maintenant on a créé des offres qui sont un peu plus abordables. Notre prix est assez élevé. Et donc finalement, les personnes qui sont capables de mettre ce prix-là... c'est forcément des gens... qui ont voilà, un certain niveau de succès. Donc en général, ça va avec l'âge. Et en termes de chiffres aujourd'hui, ça représente quoi décentralisé de masters, c'est ça? En 3 ans, du coup, on a dépassé les 40 millions de chiffre d'affaires. Sur 3 ans. Ouais. C'est en augmentation annuelle. Ouais, c'est pas une augmentation constante, attention. Ça reste un business aussi qui est un peu saisonnier, tu vois, parce qu'on vend à des investisseurs. Donc si tu regardes un peu le Fear and Greed Index, il va avoir un impact. Maintenant, grâce à beaucoup de choses qu'on a mis en place là, ces derniers mois, on arrive justement à casser un peu cette saisonnalité. Est-ce que ça dépend du cours du Bitcoin? C'est-à-dire quand le marché est haussier, C'est une bonne question parce qu'on s'est posé beaucoup la question et du coup on a fait des études de corrélation. Le prix du Bitcoin, non, pas forcément en fait, parce que vraiment ce qui joue, c'est le investor sentiment. Et le truc, c'est qu'il n'est pas forcément corrélé au prix du Bitcoin. Par exemple, la dernière fois qu'on a tapé le all-time high, tout le monde s'en foutait un peu de la crypto, tu vois. Alors que voilà, on a quand même dépassé un all-time high. Donc vraiment, tout dépend en fait du contexte macro. Tout dépend de ce qui se passe parce que notre audience, théoriquement, elle n'a pas forcément les yeux rivés sur la crypto au moment où elle achète. Parce que c'est des personnes qui cherchent à apprendre la crypto. Donc, on va dire que c'est plus les conditions macro et le Fear and Greed Index de l'investisseur de manière générale qui va influer sur notre chiffre d'affaires. Ok, parfait. Mais on a quand même clairement une corrélation. C'est indéniable. Et c'est quoi les objectifs futurs de la boîte? Écoute, objectif futur, là, on a lancé un SaaS, du coup, qui va servir nos clients. Donc, dans l'esprit de créer un écosystème, tu vois. Donc, le but, c'est toujours finalement de créer un premier funnel, tu vois, un premier tunnel de vente dans lequel tu attires des clients. Et ensuite, lorsque tu as déjà dépensé pour attirer des clients, la chose la plus simple, c'est de pouvoir revendre un même client. Et étant donné que, honnêtement, on a un des meilleurs services de fulfillment, de délivrance de l'industrie, nos clients sont ultra satisfaits. Ce qui fait qu'on a créé vraiment un lien fort avec la communauté qu'on a créée. Là, maintenant, on approche les 4000 clients. Donc, clients high ticket, clients sophistiqués. Et du coup, on est à leur écoute. On leur a demandé, qu'est-ce que vous voulez qu'on développe? Et la première chose qui est revenue, c'est une solution pour pouvoir transmettre sa crypto s'il nous arrive quelque chose. Parce que c'est vrai que finalement, aujourd'hui, si tu as de la crypto sur un wallet, il t'arrive quelque chose, à part donner des instructions sur un bout de papier... T'as les ledgers là, non? Ouais, mais le problème, c'est que ces ledgers, faut que la personne sache les utiliser, faut que la personne y ait accès, donc y ait accès à tes codes, etc. C'est assez tricky. Ouais, ok. Donc on a créé une solution pour ça. Et en fait, le but, c'est que cette solution, elle évolue en étant un wallet qui te permet finalement de réunir tous tes assets digitaux. C'est une solution uniquement pour la communauté ou vous comptez ouvrir ça au grand public?
Écoute, pour l'instant, on l'ouvre à la communauté. À terme, le but, c'est quand même d'en faire une unicorn. Donc, forcément, on va devoir l'ouvrir au public. Mais honnêtement, on a déjà énormément à faire avec notre communauté. Ouais. Parce que si on a déjà 4000 personnes qui l'utilisent, c'est énorme. C'est énorme. Bah écoute, quel parcours inspirant, hein, je l'avais dit au début. Merci. Salim, tu as surfé sur pas mal de vagues, donc le dropshipping, l'e-commerce, la crypto, les NFT. Selon toi, aujourd'hui, quelle est la vague qu'il ne faut pas rater? Bon, c'est assez obvious, je pense, mais honnêtement, AI. C'est-à-dire que maintenant, tout est conditionné à l'avancement de l'AI. C'est-à-dire que des mots même de Sam Altman, du coup, le fondateur de OpenAI, si tu lances un business, n'essaye pas de faire quelque chose que l'AI n'arrive pas à faire, dans le sens où si tu essaies de créer un business qui veut juste résoudre une solution qui a un cas limite de la version actuelle de ChatGPT, donc je crois que la plus avancée actuellement c'est O3 pour certaines choses, la 4.0 elle est plus versatile on va dire. Donc le but c'est de créer des business qui sont soit pas en concurrence avec l'AI et du coup qui évoluent dans un univers parallèle, soit qui se servent de l'AI et qui du coup vont évoluer en fonction de l'évolution de l'AI. Donc, je te donne un exemple. Si, il y a un mois, tu essaies de créer un business qui te permettait de générer des vidéos qui sont un peu mieux que ce que les différents services de AI vidéo savent faire, bah aujourd'hui, tu serais obsolète. Parce que tu as VO3, le service de Google qui est sorti. Je sais pas si tu as vu ça. Ouais, j'ai vu ça. C'est limite flippant. Ouais, c'est-à-dire que je l'ai vu, honnêtement, j'avais la chair de poule parce que ça m'a fait réaliser vraiment que le monde, dans 4 mois, 6 mois, 1 an, ce sera plus le même. Ça évolue. Genre, ce sera totalement différent. Ouais. Et du coup, c'est un peu terrifiant et excitant à la fois parce que on sait pas. Ouais, on sait Genre, on sait pas ce que le monde va devenir. trop vite. Et les choses vont changer. Et du coup, finalement, je pense que c'est les personnes les plus agiles qui vont réussir à survivre. Comme le Quand dit. tu dis agile, t'entends quoi par agile? Bah, c'est-à-dire Charles Darwin, tu vois, darwinisme, l'espèce qui survit, c'est pas la plus intelligente, c'est pas la plus forte, c'est celle qui s'adapte. Aujourd'hui, l'entrepreneur ou l'être humain qui survit, c'est celui qui arrive à désapprendre plutôt qu'à apprendre. Parce que les paradigmes de la société, ils vont changer, déjà ils changent constamment, et ils vont changer de plus en plus vite. Parce que l'intelligence artificielle, elle est corrélée à la loi de Moore. La loi de Moore, c'est une loi, pour vraiment simplifier, qui définit que le nombre de comment on appelle ça? Dis-moi. Attends, il faut que je me rappelle du mot. Le nombre de hypercalculateurs. Oui, le nombre de puces. Ouais. La loi de Moore, c'est une loi qui définit que le nombre de puces sur une carte d'un calculateur double chaque année. C'est pas les bons mots que j'ai utilisés, mais bref. Ouais, ok. Toujours est-il que cette loi de Moore, qu'est-ce qu'elle explique? Que la puissance de calcul, chaque année, elle double. Ce qui fait que l'évolution de l'AI, elle est exponentielle. L'être humain, il a du mal à saisir ce que c'est l'exponentialité. Tu vois, on a du mal, on pense de manière linéaire. Donc en fait, on n'arrive pas à saisir à quoi le monde il va ressembler dans les mois qui suivent et dans les années qui suivent. C'est très compliqué d'anticiper ça. Ce qui fait que c'est un peu terrifiant et excitant. Parce que du coup, il faut toujours être sur ses gardes et il va toujours falloir être capable de complètement oublier ce que tu sais pour pouvoir t'adapter au nouveau monde. Aujourd'hui, si tu devais repartir de zéro, sans sous, avec un ordinateur et une connexion Wi-Fi, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que j'ai mon réseau ou pas actuel? Bon, j'imagine que non, sinon ce sera pas intéressant. Ouais, sinon c'est pas... Ok, si je connais personne, j'ai pas d'ordi, j'ai un ordi, ok. Au moins, ordi, je suis dans la rue. j'ai un ordi, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je fais? Bah, si tu décomposes la situation en principes fondamentaux, la seule chose que je possède du coup, c'est de l'énergie, du temps. Et tes connaissances? Des connaissances, oui ou non. On va dire que j'ai mes connaissances. Mais admettons que je les ai pas, tu vois, pour que quelqu'un qui
qui regarde cette vidéo et qui a envie de lancer un business, il puisse s'identifier. Ce que je ferais déjà, c'est que je lirais un livre qui s'appelle, le titre il fait vraiment arnaque, je le reconnais, L'autoroute du millionnaire, The Millionaire Fastlane en anglais. Incroyable. Mais ce livre, honnêtement, c'est une petite pépite parce qu'il t'explique tout ce que tu dois savoir sur la création de richesse. Et c'est concret. C'est-à-dire que c'est pas du Exactement. bullshit et te dit des choses que tu peux appliquer. Et voilà, en fait, ça t'éduque énormément sur la notion de business scalable, sur la notion en fait, de pouvoir sortir de cette hamster wheel lorsque tu es salarié. Et donc, je commencerai par lire ce livre. Je pourrais en lire quelques autres aussi, comme Personal MBA, qui est pas mal pour avoir des petites notions de business de base. Mais surtout, ce que je ferais, plutôt que juste me remplir le cerveau avec des livres, même si c'est pas mal en background quand tu vas à la salle de sport ou le soir, c'est que je m'entourerais. Je m'entourerais de plein de personnes. J'essayerais de rencontrer des personnes qui aujourd'hui ont ce que j'ai envie d'avoir. Donc à savoir des business qui fonctionnent, à savoir une liberté financière. Et j'essaierai de comprendre. Excuse-moi Salim, quand tu dis s'entourer, parce qu'il faut dire ce qu'il en est, quand tu commences, t'as jamais fait quelque chose, s'entourer avec des personnes qui ont réussi, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est possible. C'est-à-dire que moi, au final, à la base, quand j'étais à Bali et que j'ai rencontré le Tim Caldwell qui faisait son petit business de e-commerce, bah finalement, il avait quelque chose que je possédais pas, tu vois. Et même si finalement, il était juste une petite step devant moi, c'est quand même cette step qui a fait toute la différence. Parce que, mine de rien, Tim Caldwell, il a eu grave de l'impact lorsque je montais mon premier business de e-commerce. Je me rappelle, je l'ai appelé 2 ou 3 fois. J'étais un peu dans le doute. Je savais pas trop si ça allait fonctionner. Et lui, il était là justement pour me prouver que ça fonctionnait parce qu'il était l'exemple même. Je sais pas si tu connais l'histoire du 4-minute mile. Non. Pendant un certain temps, on ne pensait pas que l'être humain était capable de parcourir 1 mile en dessous de 4 minutes. Okay. Un jour, il y a un sportif, je connais pas son nom, et bravo à lui, il a réussi à le faire. Et à partir de ce jour-là, tout le monde a commencé à le faire. Donc en fait, lorsque tu t'entoures de personnes qui ont réussi à faire ce que tu as envie de faire, ça devient évident dans ta tête. C'est-à-dire que si tu traînes avec 4-5 personnes qui ont des business, pour eux c'est évident d'avoir un business, c'est évident de faire de l'argent, ça va devenir une évidence dans ta tête. Ok. Donc ça c'était step numéro 2. Ouais. Lecture, s'entourer des personnes qui ont réussi ou qui ont ce que tu veux. C'est ça. Okay. Et step numéro 3, du coup, je pense que ce que je ferais, c'est que je serais à l'écoute du marché. C'est-à-dire que je serais constamment en train d'espionner le business des autres. Et où que j'aille, c'est-à-dire que, je sais pas, par exemple, tu vas... Là, on est dans un podcast studio. Je rentrerai dans ce podcast studio, je me poserai la question, ok, comment est-ce qu'ils font de l'argent ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Ok, donc il y a des clients qui viennent, ils payent un certain prix, donc ils font une marge, combien ça coûte ça, etc. Et en fait, à partir du moment où tu es obsédé par le fait d'accomplir cet objectif, du coup, qui est de lancer un business, et que vraiment, non seulement tu fais que penser à ça, comme un maniaque, et que tu t'entoures de gens pour qui c'est évident, bah forcément, tu vas trouver un moyen de le faire. Le but, c'est pas forcément de réinventer la roue, c'est pas forcément dans ton premier business, de lancer un business pour lequel tu es passionné, qui t'inspire, qui te rend complètement épanoui. C'est pas le but. Au début, le but, c'est d'abord de se libérer du temps, se libérer de l'argent, de pouvoir se sentir en sécurité, peut-être de pouvoir mettre dans une meilleure situation les personnes que tu aimes. Et après, petit à petit, tu te rapproches de toutes ces notions d'ikigai. Tu vois ce que c'est l'ikigai ? Ouais. Bon, voilà, l'ikigai, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'intersection entre ce pourquoi tu es bon, ce qui apporte de la valeur à la société, ce pourquoi tu peux te faire payer et ce qui te plaît. Ok. Et l'intersection de ces 4 cercles, Ikigai, c'est une ville, il me semble, au Japon, une petite île, là où les gens ont une espérance de vie qui est délirante. En fait, ils ont réalisé que voilà, la plupart des personnes dans cette ville étaient dans ces 4 cercles. Du coup, ce pourquoi tu es doué,
ce qui apporte de la valeur à la société, ce qui t'apporte de l'argent et ce que tu aimes. L'intersection de ces 4 cercles, du coup, c'est ce qu'on appelle ton ikigai. Et donc, oui, ok, c'est bien au début, quand on essaie de lancer un business, on se dit, ah ouais, je vais directement trouver mon ikigai. Moi, je dirais pas forcément. Parce que les business qui sont les plus cool, on va dire, les plus beaux de l'extérieur, en général, tu vas avoir une grosse concurrence. Et du coup, finalement, tu auras une grosse barrière à l'entrée parce qu'il y a énormément de personnes qui essaient de lancer la même chose. C'est un peu de la même manière à Dubaï, par exemple, actuellement. Des DJ, t'en as trop, tu vois. Genre, t'as une espèce de vague, Ouais. tout le monde est DJ, tu vois. Soit les mecs, ils sont DJ, soit les meufs, elles sont make-up artists, tu vois. Et du coup, c'est normal parce qu'en vrai, être DJ, bah ouais, c'est cool, tu passes des sons, super, t'appuies sur des boutons, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Tu te fais payer et t'as le high status dans la soirée, donc forcément tout le monde a envie de le faire. Et c'est pour ça d'ailleurs que les DJ, c'est super dur de percer quand t'es juste DJ. Énormément de concurrence. Ouais. Donc c'est un peu moi en tout cas, après voilà, j'ai pas la vérité absolue. Franchement, moi j'ai trouvé ma voie, on va dire, et ma manière de le faire. Il y a plein de gens qui arrivent en n'écoutant pas le conseil que je suis en train de donner. Moi, c'est le conseil que je donnerais parce que on va dire que c'est la voie la plus fiable. Dans le sens où si tu vas d'abord chercher le point d'inflexion maximal, là où tu peux apporter de la valeur et du coup générer du profit et du coup te libérer du temps et devenir libre, bah là ensuite, ce temps et cette liberté, tu pourras l'investir dans un projet où tu vas suivre un peu plus ta passion. Tu vois. Et justement, d'ailleurs, bah, moi du coup, vu que à un moment, j'ai failli partir full time dans la musique, je me suis dit non, tu sais quoi, si la musique, ça devient ton business, tu vas forcément pervertir ton art parce que tu vas rechercher le profit. Je me suis retrouvé comme Kaine Music à faire des vieux remixes de n'importe quoi juste pour faire danser les meufs en face de moi, tu vois. Et en vrai, c'est bien, mais je pense qu'il y a un caractère un peu plus pur et un peu plus noble aux activités qui te passionnent que l'argent et la recherche de profit peut un peu pervertir. Parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves, on va appeler ça comme ça, qui disent aux débutants, si tu as envie de lancer un business, il faut trouver quelque chose qui te passionne. Sauf que des fois, tu vas trouver quelque chose qui te passionne, mais qui répond pas au marché. D'ailleurs, dans le livre de Fast Life Billionaire, il dit que t'as pas besoin d'être passionné par quelque chose pour lancer un business. Bah, exactement. On va dire qu'en fait, moi, je pense que le plus important, c'est d'avoir un plan d'action à long terme qui te ramène vers ta passion, tu vois, et de pouvoir visualiser finalement le moment où tu vas pouvoir passer plus de temps sur quelque chose qui vraiment t'anime. Moi, je pense qu'en vrai, tu te passionnes facilement, l'appétit vient en mangeant. Dans le sens où, si tu lances quelque chose, que ça fonctionne, que tu vois que ça apporte de la valeur aux gens, ça va te faire plaisir. Et petit à petit, tu vas avoir le luxe de te diriger vers quelque chose qui te fait encore plus plaisir et avec lequel tu es encore plus aligné. Ouais. Bah, du coup, là, toi, pour le coup, tu as ton business et parallèlement, tu continues à faire le DJ. Je te vois en story, tu fais pas mal de soirées Ouais. où tu mixes et tu as pas mal de succès. Hein. Ça va. ça débute, on va dire. Ok. Selim, quelle est l'erreur que tu as faite en business qui t'a coûté le plus cher en argent ou en énergie, qui t'a le plus marqué? Très bonne question. Je vais essayer de trouver un exemple qui parle bien. Pas trop d'idées qui viennent. J'ai jamais fait d'erreur. Bon, je vais dire un truc. L'erreur qui m'a fait perdre beaucoup, honnêtement, j'en ai pas une qui me vient en tête, mais je sais que plein de fois, bon, en vrai, les erreurs qui te coûtent le plus, c'est des erreurs de recrutement. Parce que tu recrutes une personne qui finalement est censée apporter une certaine quantité de chiffre d'affaires à l'entreprise, et finalement, elle les apporte pas. Et en général, c'est ce qui coûte le plus. Honnêtement, c'est pour ça qu'il faut vraiment nail down tout ce qui est hiring et recrutement parce que c'est vraiment la clé. On va dire que
tu peux avoir tout faux. Si le hiring, tu le gères bien, tu vas bien t'en sortir. Il y a... comment il s'appelle Richard Branson, Virgin. Il explique souvent que le mec est dyslexique, qu'il galère à écrire des mails. Bon, j'imagine maintenant il arrive avec ChatGPT, j'espère pour lui. Mais il dit qu'il arrive à rien faire. Pourtant, le mec, il a lancé une centaine de compagnies, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Bon, il a l'air de se débrouiller pas mal. Tu le vois souvent en train de faire du wake surf avec des nanas, alors que le mec, il a 75 ans, je pense. Il est en train de se décomposer. Mais en vrai, massive respect pour lui, tu vois. Parce que honnêtement, il a compris, en fait. Déjà, il a eu l'humilité de se dire je vais toujours trouver quelqu'un qui sait mieux faire que moi. Et du coup, il a réussi à bien s'entourer. Ça, c'est pas évident parce que quand tu lances une boîte, tu es le fondateur, on va dire ça comme ça. Il faut avoir, comme tu dis, l'humilité de mettre son ego de côté et te dire cette personne maîtrise ce sujet mieux que moi. Ouais. Je vais lui faire confiance et moi, je me retire. Et ça, c'est vrai. Bah écoute, c'est très complexe pour beaucoup de personnes. Moi, je suis dans l'extrême opposé, qui est pas forcément bon non plus, tu vois. C'est-à-dire que je fais confiance trop facilement et je vais avoir tendance à déléguer trop vite. Mon associé, c'est l'inverse. Mon associé, c'est trust no bitches, tu vois. Genre, pour qu'il fasse confiance à quelqu'un, il faut y aller, tu vois. Du coup, on se complète bien. C'est une des choses sur lesquelles on se complète bien. Mais ouais, effectivement, c'est pas facile parce que quand tu crées un business, que c'est ton bébé et que tu as vraiment envie que ça fonctionne, c'est compliqué de le passer à quelqu'un qui peut le faire tomber par terre, tu vois. Surtout que c'est pas le sien. Donc généralement, les gens, quand c'est pas leur business, ils prennent pas ça. Oui et non, justement, tu vois. On a tendance à se dire ça. Par exemple, un des mythes, c'est de se dire que tu es obligé, par exemple, de donner de l'equity à quelqu'un ou des parts à quelqu'un pour qu'il s'investisse autant que toi. Mais c'est faux. Je me suis retrouvé avec des partenaires qui avaient autant de shares que moi de l'entreprise et qui s'investissaient beaucoup moins que certains teammates et salariés qui se donnaient pour l'entreprise. Ce qui compte réellement, c'est pouvoir leur transmettre une vision, d'avoir une culture dans ton entreprise qui est une culture de high performance, c'est-à-dire une culture qui vraiment fait en sorte que tout le monde se pousse chaque jour à aller plus loin et à donner le meilleur d'eux-mêmes. Aujourd'hui, tu te formes au recrutement pour apprendre à mieux recruter les gens, ou est-ce quelque chose qui te vient avec l'expérience ? Bah écoute, c'est ça qui est plutôt drôle, c'est que, comme j'ai dit, pour moi, c'est la chose la plus importante, mais c'est pas forcément la chose la plus complexe. C'est-à-dire que c'est simple, mais c'est pas facile. Okay. Dans le sens où il y a un livre que je recommande, c'est The Who Method. Okay. Très simple à lire, tu le lis en quelques heures. Il te dit absolument tout ce que tu dois savoir sur le hiring. Okay. Maintenant, là où c'est pas simple, c'est que de ne pas faire des erreurs de recrutement et de pouvoir du coup recruter les bonnes personnes, ça va venir avec l'expérience. Je ne saurais même pas te dire combien d'interviews, de sessions de recrutement j'ai faites dans ma vie, mais c'est hallucinant. Maintenant, évidemment, on a une HR depuis, d'ailleurs, ça a été une de nos premières recrues, parce qu'on avait conscience de l'importance du recrutement. Elle nous économise énormément de temps, parce que du coup, elle passe, on va dire, les premiers interviews qui permettent de filtrer. Évidemment, on a pris une femme, parce que voilà, elles ont un sixième sens que nous, les hommes, malheureusement, on n'a pas, tu vois. Salim, tu es un entrepreneur qui a une façon assez particulière de voir la vie, une philosophie de vie assez particulière, dans le sens où tu considères la vie comme un jeu vidéo. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ça et comment tu appliques ça concrètement dans ta vie de tous les jours pour atteindre tes objectifs ? Sympa la question. Bon, en gros, moi, je suis un ancien geek, mais genre geek hardcore. C'est-à-dire que vraiment, quand j'étais au lycée, la majorité de mon temps, je la passais sur Internet et dans les jeux vidéo. Et du coup, un peu comme dans FIFA, je pensais à parler à plus de monde. Tu sais, t'as ce losange, tu vois, avec attaque, défense, agilité, etc. Truc. Et du coup, tu peux améliorer les caractéristiques de ton personnage. Dans la vie d'un être humain, chacun peut choisir justement quelles sont ses caractéristiques, que ce soit ta santé, tes relations, ta condition physique, la quantité d'argent sur ton compte, etc.
moi, je vois un peu la vie comme ce jeu vidéo, justement, dans lequel tu vas accomplir des quêtes secondaires qui vont justement te permettre d'augmenter toutes ces caractéristiques et te permettre du coup de faire grandir ton personnage au sein du jeu vidéo. Et en fait, j'étais quelqu'un qui avait très peur de tout quand j'étais jeune. Tu vois, j'ai mis du temps à dormir sans la lumière. Ouais. Tu vois. Imagine, j'avais eu peur d'Harry Potter. le premier Harry Potter, j'avais eu peur. Tu vois. J'avais vraiment peur de beaucoup de choses. Et le fait est que, vas-y, t'es un homme, t'as envie de conquérir, t'as envie de faire de belles choses. Tu dois arrêter d'avoir peur. Tu vois. Parce que moi, je me rappelle de toi au lycée, t'étais introverti. Ouais, Vraiment de fou, introverti. Hein. de fou. Ouais, je me rappelle. C'est justement parce que je passais énormément de temps sur mon ordi, tu vois. Donc, j'étais hyper à l'aise en parlant avec des êtres humains à travers mon écran. Mais quand j'arrivais en classe, vas-y, dès que je voyais une fille, je rougissais un peu, tu vois. Et voilà. Et du coup, le fait est que si tu vois la vie comme un jeu vidéo, tu commences à plus trop avoir peur des choses. Parce que plus tu avances, plus tu réalises que déjà, il y a toujours des niveaux à débloquer. Et même si tu penses qu'il n'y a plus de niveaux à débloquer, il y en a. D'accord. Tu vas rencontrer cette personne qui a débloqué un truc dans sa vie, tu vas dire, ah ouais, en fait, cette quête, il faut que je la suive, tu vois. Et vu que j'ai continué constamment, tu vois, je continue constamment à rencontrer des gens, constamment à vraiment essayer dès qu'il y a quelqu'un qui me fascine sur un petit sujet, indépendamment de sa personne, indépendamment de sa vie, je vais aller explorer. Et du coup, j'ai rencontré des gens qui ont débloqué des trucs de fou, tu vois, qui vraiment sont loin dans leur vie, que ce soit dans leur vie amoureuse, que ce soit dans leur vie financière, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de la spiritualité. Et voilà, du coup, c'est une vision qui, moi, en tout cas, m'apaise beaucoup. Et quand tu arrives à un certain niveau de business, tu commences à avoir des ennemis, tu commences à avoir beaucoup de gens qui essaient de te faire tomber. Il commence à se passer des choses qui, de base, pourraient te faire peur. Mais lorsque tu te rappelles que c'est juste un jeu vidéo, en général, ça passe. C'est incroyable cette façon de voir la vie. Merci. Salim, tu parles souvent aussi de croyances limitantes. Je sais que c'est un sujet que tu affectionnes particulièrement. Ouais. Est-ce que tu as une croyance que tu as dû déconstruire pour évoluer? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, ça serait comment une personne qui a grandi dans une certaine culture, qui a eu des croyances limitantes toute sa vie, comment est-ce qu'elle peut faire concrètement pour déconstruire ses croyances et croire de son pouvoir à son pouvoir illimité, si on peut dire ça comme ça? C'est une très bonne question. Alors, pour répondre à la première partie de la question, honnêtement, des croyances limitantes, j'en ai toujours eu. J'en ai débloqué, je ne saurais pas combien de dire. Et j'en ai toujours. Et c'est justement la seule chose qui t'empêche d'accéder au niveau supérieur, c'est ces croyances limitantes. Donc avec le temps, à force d'en débloquer des croyances, tu prouves à ton cerveau, grâce à ce qu'on appelle des expériences de référence, que tes croyances, du coup, tu as le pouvoir de les choisir, en fait. C'est-à-dire que si demain, je me disais que ça, c'était bleu, et que, si je me disais que ça, c'était bleu, ça m'aiderait à atteindre mes objectifs, je pourrais arriver à me convaincre que ça, c'est bleu. Comment tu ferais ça? Comment tu fais ça? Tu as plusieurs manières de le faire. Tu te le répètes constamment. À chaque fois que je vais voir ce pantalon, je vais me dire c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu, c'est bleu. Tu te le prouves en y réfléchissant. C'est bleu parce que cette couleur c'est bleu et ça aussi c'est bleu. Et ensuite, tu t'entoures de personnes qui te le répètent. Et ce que tu peux faire aussi, bon, en vrai, plus j'y pense, là, plus je réalise qu'il y a un nombre incalculable de méthodes. Mais le but, en fait, c'est la répétition du message. Dans le sens où un message qui est répété un certain nombre de fois, il devient la vérité. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se sont construits tous les régimes totalitaires.
qui ont du coup endoctriné un nombre incalculable de gens en leur faisant croire des absurdités. Il y a énormément d'expériences qui ont été faites sur des prisonniers, justement des prisonniers de guerre, qu'on voulait convertir, que ce soit au communisme par exemple, en leur répétant les mêmes choses ou en utilisant différentes manières de conditionner, et qui du coup les ont amenés à penser quelque chose qui était à l'opposé de ce qu'ils pensaient à la base. Donc en fait, utiliser ces stratégies sur soi, ça marche aussi très bien. Moi, par exemple, tous les matins, lorsque je me réveille, j'ai en général des petits rituels qui vont me permettre justement d'implanter des croyances dans mon cerveau qui vont être favorables à ce que j'essaie d'accomplir actuellement. Ces rituels, ils vont changer. En vrai, t'en as des tonnes et des tonnes. Tu vois, t'as des gens qui récitent des trucs en se regardant dans les yeux devant la glace. T'as des gens qui juste se répètent des choses dans leur tête, t'as des gens qui méditent, t'as des gens qui se passent des vidéos sur YouTube. Même moi, honnêtement, ça change. Tu vois, il y a plein de manières de faire. Mais pourquoi est-ce que le faire le matin, c'est important ? Parce que le matin, ton cerveau, il est, je crois on appelle ça dans un mode theta waves, quelque chose comme ça. Il est en gros en train de vibrer sur une fréquence assez précise qui fait qu'il est très susceptible à la suggestion et au conditionnement. Okay. Donc en fait, si le matin tu te réveilles et que la première chose que tu fais c'est que tu regardes ton portable et que tu as des mauvaises nouvelles, que tu as des trucs qui te mettent dans, que tu regardes les réseaux sociaux, que tu regardes des pubs, etc., tu vas être très sensible à ça. Et en général, ta journée, elle va être proportionnelle à ce qui se passe. Tandis que si le matin tu te réveilles, tu regardes pas ton portable et tu t'implantes les idées que tu as envie de t'implanter, et ben finalement tu vas voir que ta journée elle va être totalement différente. Et c'est du coup le bon moment pour se conditionner. Ça, c'est assez, c'est une habitude, mais c'est assez dur à mettre en place au début. Il faut être pas mal discipliné. Est-ce que... Honnêtement, c'est même dur maintenant. Ouais, Genre, donc... c'est très dur. C'est-à-dire que quand je reviens de vacances, que j'ai pas forcément fait ça pendant un moment, c'est dur de se réveiller, de se dire non, mon portable. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un coffre-fort chez moi. Je le mets dans mon coffre avant de dormir. Comme ça, le matin, je pense pas forcément à aller le chercher. Et du coup, je m'occupe avec d'autres choses. Okay. Donc, tu penses que tu es convaincu que c'est quelque chose qui s'apprend ? C'est pas, enfin, on n'est pas discipliné de nature. Non. Tout s'apprend. Et honnêtement, je pense pas que quelqu'un, surtout dans le monde d'aujourd'hui, consciemment réalise que c'est pas bien d'utiliser son portable le matin, qu'il faut se... Ouais, j'aimerais bien te poser une question qui me trotte depuis tout à l'heure. Est-ce que tu penses que n'importe qui peut devenir un entrepreneur ou une entrepreneuse à succès, ou est-ce que c'est quelque chose qui est... il faut avoir quelque chose dans ton caractère. Autrement dit, quels sont les traits de caractère qu'il faut avoir pour être un entrepreneur à succès ? Bon, alors c'est une loaded question, mais très très pertinente. Bon, déjà pour répondre au début, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur ? Si cette personne a la volonté de devenir entrepreneur, la volonté profonde, ouais, il n'y a pas de débat. Et ça devient de plus en plus facile, selon moi. Ensuite, entrepreneur à succès, tout dépend ce que tu appelles succès, tout dépend du niveau de succès. Je pense qu'atteindre un niveau de succès qui soit raisonnable et qui permette en tout cas à quelqu'un de vivre confortablement et de pouvoir travailler sur un projet sur ses propres termes, je pense que oui, la majorité des gens peuvent. Quels sont les critères qui font que quelqu'un du coup va réussir en tant qu'entrepreneur ? Honnêtement, aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer des milliardaires, des athlètes de haut niveau, des personnes qui ont réussi dans leur domaine, que ce soit un domaine à la mode ou pas. Et s'il y a bien une chose qui les met tous en commun, c'est qu'à un moment donné, ils ont été capables de sacrifier et d'être obsédés. Donc pour toi, c'est les deux traits de caractère qu'il faut avoir. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, le plus gros problème de l'être humain en 2025, c'est l'incapacité à se concentrer sur quelque chose pendant une certaine quantité de temps. Ouais. C'est pas évident avec tout, on va dire, tous les réseaux sociaux, toutes les distractions autour. C'est infernal. Hein. C'est pas facile. Je vois que tu as un tatouage où il y a écrit abondance derrière. Ouais. Est-ce que ça a une signification ? Si tu l'as, c'est que ça a forcément une signification.
Qu'est-ce qui signifie pour toi? Pourquoi le mot abondance? En fait, c'est très simple. Je pense que dans le monde, le mal vient justement de l'opposé de l'abondance, à savoir le manque. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui a tout ce qu'il souhaite, voire plus, bien entendu, on ne parle pas uniquement de finances, on parle de bien-être spirituel, on parle de santé, on parle de... Finalement, quelqu'un qui a plus, voire en tout cas assez, et bien, finalement, il va rarement se comporter d'une mauvaise manière et il va rarement avoir un impact négatif sur le monde. Donc au final, je pense que la quête de l'abondance, c'est une quête qui est saine et qui est noble, parce qu'elle te permet du coup à la fois de t'épanouir, mais à la fois du coup de pouvoir te comporter en tant que bonne personne et avoir un impact positif sur le monde. Ok. Parce que moi, quand j'ai vu ton tatouage, je me suis dit, si tu t'es tatoué ça, c'est pour garder en tête que le monde est abondance et que peu importe l'objectif ou la chose que tu vas atteindre. Là, pour être honnête, Ouais. honnêtement, 24 heures avant, je savais même pas que j'allais le faire. En vrai, la vraie histoire, ce qui s'est passé, c'est que je venais de rompre. Ouais. J'étais un peu dans un état émotionnel, tu vois, un peu, genre un peu Ouais, faible. Et j'ai un pote qui allait se faire un tatouage. Il me dit, ouais, écoute, j'ai un rendez-vous avec ce tatoueur. Apparemment, il est ouf. Et moi, je vais faire un petit truc. Donc, si tu veux, viens. Je sais que tu as des tatouages. Je dis, bon, vas-y, let's go, tu vois. Il m'a dit, ok, c'est dans 4 heures. J'avais des petites idées. Et je l'ai fait, j'y vais. Et effectivement, je voulais écrire abondance. Mais en petit, comme ça, tu vois. Ouais. Et là, je vais voir le tatoueur. Et il me dit... En plus, c'était un mec, je sais pas, genre 60 ans, une voix rauque, tu vois. Ça se voit que c'était un mec, il avait fait genre... il faisait des teufs du matin au soir, et genre, il force de la nature. Il me dit, tu sais qu'il t'a fait un tatouage, autant que ce soit un vrai tatouage, Viril, tu vois. ouais. Genre, et en plus, plus il est gros, plus il va rester avec le temps, tu vois. Et là, je regarde mon bras et je fais, c'est quoi, mets-le-moi comme ça. Et en plus, ici, c'est galère parce que t'es comme ça. T'es en train de souffrir pendant 2 heures, tu fait mal. transpires. Ah, franchement, c'est douloureux quand t'arrives ici. Bon, après, je l'ai recouvert un peu avec des piscines parce que j'en avais marre. Justement, à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, j'étais Mister Abondance. Ça y est, tu vois, au bout d'un moment, ouais. Et, mais du coup, pour répondre à ta question, justement, lorsque je l'ai fait, c'était parce que j'avais fait des choix dans ma vie qui ne venaient pas de l'abondance. Et je voulais justement ancrer ça dans mon esprit et du coup ancrer ça sur mon corps. Ok, stylé en tout cas, il est incroyable. Super. Tu parles souvent d'alignement de soi et de travail sur soi, de développement personnel. À partir de quel moment, ou plutôt à partir de quel montant, t'as compris que uniquement l'argent ne faisait pas le bonheur? Je sais pas si je l'ai réellement compris. En fait, le truc, c'est que, un peu comme ce que je disais, les niveaux des niveaux du jeu vidéo que tu débloques, c'est-à-dire que, avec mon premier succès en e-commerce qui m'a fait bouger à Dubaï, franchement, si je restais au même niveau de lifestyle, j'avais de quoi vivre quasiment toute ma vie, tu vois. Mais après, tu rencontres quelqu'un qui a une vie qui a l'air bien plus intéressante, qui dépense un peu plus. Et du coup, tu te dis, ça a l'air pas mal comme vie, tu vois. Et puis en plus, après, tu commences à te dire que tu as besoin de ça, que tu as envie de ça, etc. Donc finalement, tu as toujours plus. Et je pense que à partir du moment où tu fais ton argent de manière saine, que tu apportes au monde et que tu l'utilises de manière saine, pourquoi s'imiter, tu vois. Mais même si je pense qu'en termes de lifestyle pur, au-dessus de 20 millions, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. est-ce que c'est pas parce que tu vis à Dubaï que tu as cette volonté de toujours upgrade financièrement? Pas vraiment, parce que... Alors, peut-être, pour être honnête, je pense que je me voilerais la face de dire pas vraiment. Parce qu'effectivement, c'est un monde où voilà, les gens sont ambitieux de manière financière. Donc oui, il y a forcément un impact sur moi. Maintenant, je vis dans une coquille assez isolée à Dubaï. Tu vois, je contrôle énormément mon environnement.
Je reste beaucoup chez moi aussi avec mon associé, où en vrai notre vie la plupart du temps, c'est même si on le voit pas sur Instagram, mais c'est juste être derrière notre ordi et taffer avec notre équipe et se taper des barres, tu vois. Mais en fait, t'arrives à un stade où tu réalises l'impact que tu peux avoir avec ton argent, pas uniquement sur ton lifestyle, parce que ça, effectivement, tu réalises petit à petit que ton lifestyle, plus tu l'augmentes, et moins tu es libre, d'une certaine manière. C'est-à-dire que la vraie liberté, elle s'acquiert en n'augmentant pas son niveau de lifestyle, mais en augmentant la quantité d'argent que tu génères. Et donc, tu commences à avoir des idées, tu vois, de projets, de choses qui vont apporter de la valeur aux gens, mais qui vont aussi t'épanouir et que tu pourrais mettre en place. Et c'est là où ça devient intéressant de générer plus d'argent. Après, j'imagine qu'il y a des niveaux de richesse dans lesquels, oui, tu dois un peu te perdre et tu dois un peu plus trop comprendre ce qui se passe. Okay. Donc, je sais plus c'était quoi exactement ta question, mais j'espère que j'y ai répondu. Non, t'as répondu. Déjà, est-ce que c'est pas Dubaï qui fait qu'aujourd'hui, tes objectifs financiers sont upgradés? On va dire que, honnêtement, plus tu commences à devenir dans une situation qui est confortable, moins tu te préoccupes de la quantité d'argent que tu vas faire et plus tu te préoccupes de comment tu vas le faire. Okay. Parce que j'ai déjà fait des sommes d'argent qui m'ont enlevé de la peace of mind. Et c'est là où tu réalises finalement que quelqu'un qui fait de l'argent avec un business qui va le stresser, qui va lui enlever de la qualité de vie finalement, et bah cet argent, il ferait mieux de ne pas l'avoir. Ouais. Donc c'est très important de la manière avec laquelle tu génères ton argent. Aujourd'hui, comment tu définis le succès? Est-ce que la définition que tu as du succès a évolué avec le temps depuis tes débuts? Enfin, je pose toujours deux questions à la fois. Non mais t'inquiète, on va essayer de tenir le fil. Le succès, bon, honnêtement, pour moi, il n'y a pas qu'une seule vision du succès. C'est-à-dire que le mec qui est à Bali, qui est en train juste de porter une feuille de vigne entre les jambes et qui est dans le moment présent, peut-être que lui aussi, il a atteint sa vision du succès, tu vois. Moi, ma vision du succès, personnellement, c'est venu d'un des premiers livres que j'ai lus de développement personnel, 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen Covey. Bref, je crois que le dernier chapitre, c'est toujours chercher le win-win dans la vie. Moi, mon but, ça a toujours été de chercher le win-win avec tout le monde et dans mes business. Tu vois. Donc, ma vision du succès, après aussi, elle a évolué avec le temps. Quand je faisais du e-commerce, mon but, c'était juste d'être libre, de pouvoir faire ce que je veux. Après, petit à petit, ça a été de mettre bien mes parents, mettre bien mes proches. Et là, petit à petit, finalement, ça commence à être de mettre bien mes employés, de mettre bien les personnes avec qui je travaille, mes clients, et de construire quelque chose, finalement, qui va avoir un impact positif sur le monde et qui va laisser un héritage. Legacy. Voilà. Okay. Maintenant, encore une fois, comme dans un jeu vidéo, il y a plein de quêtes différentes. Moi, j'ai la quête aussi de la musique, au niveau de la santé, au niveau de la capacité corporelle, etc. Je sais que tu voulais qu'on fasse du crossfit. Ouais. Je sais que tu vas probablement me ridiculiser. Non, mais non. On fera demain, mais ouais, chaud. Et du coup, ouais, on va dire que franchement, ma vision du succès, elle est simple. J'ai une vision du succès qui est très décorrélée du bonheur aussi. C'est-à-dire que j'ai réalisé que c'est deux choses totalement différentes et que finalement, si tu attends d'avoir du succès pour pouvoir être heureux, tu vas probablement jamais être heureux. Parce que je sais que c'est un sujet dont tu parlais très très souvent il y a quelques années. J'avais l'impression que peu importe ce que tu faisais, tu étais toujours à la recherche du bonheur. Alors oui et non, dans le sens où j'ai réalisé que en fait, par exemple, quand je vivais à Londres, je vivais dans un appart de 5 personnes qui vivaient dans cet appart. On avait genre une mini cuisine comme ça, ouais. Et tu pouvais avoir 2 personnes max en même temps. Un petit toilette et une petite salle de bain où il y avait une personne en même temps, tu vois. Et je me rappelle, mes parents, ils sont venus, alors que bon, ils n'avaient pas tant que ça les moyens. Ils m'ont dit, mais c'est quoi ce trou à rat, tu vois. Et pourtant, j'étais hyper heureux, tu vois. Et en fait, en rétrospective, tu réalises
que le bonheur, c'est quelque chose qui est indépendant de l'extérieur. C'est-à-dire que ça va venir de l'intérieur plutôt que venir de l'extérieur. Ok. Et donc, quand tu réalises ça, tu réalises que finalement, c'est pas forcément quelque chose que tu vas aller chercher. C'est quelque chose qui va t'arriver. Concrètement, tu peux faire des millions et ne pas être heureux. Et je connais énormément de personnes qui ont fait des millions, voire des milliards et qui ne sont pas heureuses. Ah ouais. Et on va dire qu'en fait, le bonheur, c'est un effet secondaire de ta vie et de comment tu expérimentes les choses. Et ça va être vraiment dépendant, en fait, du filtre à travers lequel tu vois la réalité. Et je dirais même que c'est une compétence. C'est-à-dire qu'en vrai, D'être heureux. si quelqu'un est malheureux aujourd'hui, honnêtement, il y a des livres très simples. Il y en a un, il s'appelle Choosing Happier. Ok. Franchement, si quelqu'un applique toutes les choses qu'il y a dans ce livre, j'ai du mal à croire qu'il soit pas heureux. Et souvent d'ailleurs, le bonheur, il vient généralement de la physiologie. C'est-à-dire qu'en général, franchement, si tu manges bien, si tu dors bien, si tu prends soin de ta santé, si tu prends le soleil, Ouais, je suis si tu fais bien tout ça, ça va être vraiment très compliqué de malheureux. pas être heureux, tu vois. Ouais. Ok. Salim, bon, je pense qu'on arrive à la fin. Question que tout le monde attend. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat? Crois en toi. Je savais que t'allais le dire. Non, honnêtement, le conseil que je donnerais, je pense que ça a été un peu le thème de ce podcast. C'est entoure-toi des bonnes personnes, vraiment. C'est the one thing. C'est vraiment la chose qui va rendre tout le reste facile. C'est-à-dire que moi, j'ai rencontré des gens à mes tout débuts dans le e-commerce qui, d'ailleurs, je peux leur passer une petite dédicace à Sure. Théo et Amine, par exemple, qui m'ont sauvé plus tard. Je vais même passer une petite dédicace à Malkos, Fais-toi plaisir. Malek, Fais-toi qui plaisir. m'a tout appris, mon mentor. Vraiment, je lui dois tout dans la vie. Malko, c'est un ami qui était au lycée avec nous. C'est mon mentor invétéré. Alors, il m'a tout appris. Et du coup, voilà. Donc en gros, j'ai rencontré des gens qui... Et d'ailleurs, Amine par exemple, il m'a aidé à un moment où j'étais dans la merde. On avait un problème de cash flow dans notre business. Il m'a balancé 15 000 euros, 20 000 euros alors que je l'avais jamais rencontré en vrai. T'imagines? Incroyable. C'était une connaissance d'internet, mais ça faisait un moment qu'on s'appétisait. Théo, je l'avais rencontré en vrai, mais pareil, il m'a aidé. Et donc en fait, vraiment, de 1, on réussira pas tout seul. Et de 2, c'est tellement mieux en fait de partager ça avec d'autres êtres humains. C'est d'ailleurs, je pense, une des clés du bonheur. C'est si tu es entouré de personnes qui t'aiment et avec qui t'avances, tu peux que être heureux. C'est incroyable la valeur que tu as donnée. S'il y a Merci. des gens qui souhaitent te contacter, que ce soit pour la formation, on va laisser les liens en dessous de la vidéo. Et si tu as quelque chose à dire pour clore ce podcast, J'ai pas d'inspi. en tout cas, ce fut un réel plaisir. Je te souhaite tout le succès pour la suite dans tes projets. Merci. Et, Et toi aussi, hein, c'est cool ce que tu fais. merci En vrai. frérot. Ça va forcément aider les gens. Merci frérot pour la force. Voilà, hein. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.